Les invités du podcast Diptyque sont artistes, curateurs, conservateurs de musées, galeristes ou collectionneurs. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. Mais d'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de comprendre ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Ce podcast est réalisé grâce au soutien de l'université Mohammed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Mes chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Eric Vanov et nous sommes au Saïdi dans la salle à manger. Donc Eric est né en Algérie, il a grandi au Cameroun, étudié au Japon et il a sillonné une centaine de pays avant de s'installer à Marrakech en 2012. C'est ce nomadisme qui sous-tend l'œuvre conceptuelle de cet artiste belge pluridisciplinaire qui relie sans cesse le local au global. Vous le connaissez sans doute pour avoir suivi les aventures de Mahjouba, une moto électrique réalisée par les artisans de la Médina de Marrakech. Pour notre part, à Diptyque, nous en avons souvent parlé dans nos pages et un beau portrait lui est consacré dans le dernier numéro paru en septembre. Il est aujourd'hui sur le point d'homologuer Mahjouba. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre avec notre invité de quelle manière, au cœur du monde artisan de Marrakech, il a relié les mondes du design industriel et de l'art contemporain, mais surtout, et vous le découvrirez en l'écoutant nous parler de Fundouk, j'aimerais qu'il nous aide à comprendre de quelle manière son œuvre est un fait social total. Eric Vanov est un artiste mondialement reconnu. Ses œuvres sont entrées dans des collections prestigieuses. Il nous en parlera, j'espère, et vous retrouverez ces éléments dans le détail de l'épisode. Eric, bonjour, c'est une joie de te recevoir. Merci, bonjour. Et pour démarrer cette conversation, avant d'entrer dans des concepts de sociologie de l'art, aujourd'hui, j'aimerais que nos auditeurs démarrent par Mahjouba. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que Mahjouba au juste? Est-ce que c'est une moto? Parce que c'est une moto quand même assez étonnante, faite d'éléments d'artisanat, mais qui roule, qu'on peut voir rouler dans les rues et sur les routes du Maroc. Alors, Mahjouba, en fait, je dirais c'est peut-être pas une moto, c'est un poème, peut-être Mahjouba au fond. Ça commence au moment de la COP22 en 2016 et sans doute un peu avant ça avec la fondation de l'atelier Fundouk. En gros, on est arrivé là, moi je suis venu en 2012 avec l'idée de faire un V12 Mercedes avec des artisans ici. Et donc on pourra parler de ça plus tard, on y reviendra peut-être, mais en gros, on fait ces sculptures et la question que je recevais beaucoup, c'était est-ce que ça fonctionne ? Et au fond, ça fonctionne pas parce qu'avec un bloc moteur en cèdre blanc du Moyen Atlas par exemple, on ne peut pas mettre une explosion là-dedans, donc ça ne marche pas comme moteur, mais ça marchait très poétiquement, ça marchait très bien au fond, et techniquement, identitairement, et de plein de manières. Mais donc la question de la fonction, elle est importante parce qu'elle va avec, je pense, l'artisanat, c'est-à-dire ce secteur. Moi j'aime bien parler d'anthropologie technique plutôt que d'artisanat, je trouve le mot un peu désuet, comme disait Richard Sennett, qui est un important penseur américain. Il disait en anglais, on a craft et craftsmanship. Et la différence entre craft c'est le produit de l'artisanat, et craftsmanship, finalement, c'est la concentration d'un individu sur son intuition et sa plasticité, sa technique, dans la joie du moment de fabriquer quelque chose. Donc c'est le processus de fabriquer quelque chose et pas tellement le produit qui en sort. Et donc au fond, la fonction est essentielle à l'artisanat. Un artisan produit un objet qui va être utilisé. Et dès le moment où cet objet commence à devenir décoratif et ne trouve plus de fonction ou devient désuet en termes de sa fonction, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, des babouches ou des lampes marocaines sophistiquées mais qui au fond deviennent plus décoratives qu'autre chose, ne sont plus utilisées. Ça va aussi avec le marché, du tourisme en l'occurrence, qui va devenir finalement le marché qui soutient cet artisanat mais qui aussi le fourvoie. Parce que l'artisan finalement devient alors un producteur d'objets décoratifs et donc socialement devient décoratif lui-même. Puis on ne sait plus très bien à quoi il sert au fond cet artisan, à part décorer des choses. Et il n'est pas décorateur non plus, donc il est quoi au fond ? Et cette question, elle grandit avec l'atelier Fundouk qui au fond pose ces questions-là.
essaie de réfléchir activement ces questions. Et donc qu'on ramène la question de la fonction était essentielle à la naissance de Marjouba, parce qu'au fond, je me dis, ok, on sait faire ces sculptures, on peut relever des défis techniques majeurs avec ça. Cet artisanat peut clairement, l'artisanat marocain qui a une histoire énorme, peut au fond répondre à des challenges techniques importants. Et je dis, bon, la fonction alors. Donc si je ne réfléchis pas à l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'artisanat pur et dur, au fond, il faut que cette fonction puisse se réétablir afin de finalement désenclaver l'artisan. La fonction d'utilité. La fonction de l'utilité. Et donc je me dis, au fond, voilà, cet artisan qui a fait ce V12 conduit une moto chinoise. Cette moto, clairement, il y a moyen de la faire. Donc pourquoi est-ce que toutes ces motos sont importées ? N'est-ce pas là un challenge intéressant ? Et si je regarde les rues de Marrakech, on est passé des vélos aux motos. Et donc maintenant, des motos, il y en a des dizaines de milliers qui tournent partout. Donc il y a un vrai marché auprès de la classe moyenne et ouvrière pour ces motos-là. Je ne parle même pas des triporteurs qui sont des horreurs, toutes chromées et qui font un bruit de dingue. On se dit, mais enfin, voilà. Disons, c'est un peu l'adage du le sommelier est le plus mal chaussé. C'est pas le sommelier, lui fait du vin. Le cordonnier. Le cordonnier est le plus mal chaussé. Au fond, c'est ça. L'artisan, il fait pas le figure. Or, il est porteur de l'identité marocaine, au sens pur et dur. Et donc, lui rendre sa fonction sociale, économique et autres, ça a été un peu l'étincelle qui démarre Marjouba. Donc je me dis, au moment de la COP22 en 2016, puisque suite à l'apparition de la centrale électrique de Nour, au fond, le Maroc reçoit la COP22 en visant un mix énergétique à 53% d'ici 2030 sur l'énergie renouvelable. Et donc moi je me posais la question au-delà du renouvelable énergétique, du renouvelable identitaire, esthétique, socio-économique de cette classe des artisans. Et donc je me dis il faudrait qu'on produise un objet qui ne soit pas désuet comme une babouche ou une lampe marocaine, mais un objet qui intéresse la classe moyenne, pour lequel il peut y avoir un marché local. Qui soit pleinement dans l'activité contemporaine. Qui réponde à une demande de la classe moyenne, voire de la classe ouvrière, et au fond qui soit un marché qui soit porteur, qui soit au fond durable, parce que le marché du tourisme ne l'est foncièrement pas. C'est-à-dire, bien sûr, on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'il a sauvé finalement l'artisanat, j'ai envie de dire, sur les 40 dernières années, parce que c'est le principal consommateur au fond de cet output-là. Mais voilà, alors je suis à un feu rouge et je réfléchis à ces questions et je vois passer une moto électrique chinoise qui s'appelle la Biswag. Et connaissant toutes les motos de Marrakech, la Peugeot 104, les Vespa, surtout les Yamaha, ce qu'on appelle la Tri, comme ça. Et donc tout d'un coup, cette moto n'ayant pas de pot d'échappement, je sais pas, je suis le type et je dis mais ça vient d'où ? Il me parle d'un garage à Sidi Ranem dans lequel c'est assemblé. Je cherche ce type, je finis par trouver le gars en question, un jeune entrepreneur qui se dit bon, avec toute la publicité gratuite autour de l'éco-friendly, il ramène un conteneur de Guangzhou avec des motos à assembler et il assemble ces motos qui vendaient à 5000 dirhams, ce qui n'est pas cher. Après, c'était pas de la très bonne qualité non plus. Et l'acheteur marocain étant malin de ce côté-là en se disant bon, est-ce que c'est durable ce truc ? Au fond, je crois que ça n'a pas trop marché, mais en même temps, j'étais intéressé par cet objet qui tout d'un coup apparaît dans le contexte de Marrakech. Et plutôt que d'amener moi-même quelque chose, voilà, c'est pas un import ou une extraction, le truc est là. Et donc je me dis voilà, pourquoi pas partir de ça ? Donc j'achète cette moto sur le champ, je l'amène à l'atelier, je propose à l'équipe de tout arrêter et dire est-ce qu'on pourrait pas tenter de faire cette moto-là avec nos matériaux du cru. Et donc effectivement en 3 semaines on désosse complètement cet objet chinois et on reproduit toutes les pièces à l'identique en cuivre, aluminium, bois, cuir, acier, os. Et au fond, on fait ça en 3 semaines, on transpose l'électronique de l'original chinois sur notre copie marocaine, on sort dans la rue devant l'atelier à Sidi Moussa et l'artisan démarre et part. Et voilà, il est parti. Et donc il a tourné le coin de la rue et je vois beaucoup d'émotions chez les plus jeunes artisans de l'atelier, ceux qui ont une trentaine d'années, qui au fond se sont engagés dans un circuit qui est presque millénaire. Ils sont fiers de ce qu'ils font et en même temps, force est de constater que quand c'est des touristes qui les achètent et qui ne vont pas ni l'utiliser, au fond, voilà, ils se retrouvent un peu coincés par l'histoire. Et donc quand ils voient cette moto qui a une valeur marchande beaucoup plus importante que l'équivalent, disons, de main-d'œuvre et d'investissement matériaux sur une grosse pile de babouches, de cendriers et de lampes marocaines, ils se disent bon,
au fond, ils ont bien compris que ça vaut plus, Ouais. d'autant qu'après, c'est fonctionnel et utile. Donc, c'est une manière de s'engager de manière durable dans un système socio-économique et dans l'avenir du Maroc, pour lequel, a priori, ils aimeraient faire partie de ça, ayant 30 ans. Et donc, j'en vois un ou deux qui se mettent à pleurer. On parle beaucoup de ça à l'atelier. Abdelkader, qu'on appelle Dragon à l'atelier, qui est un malem de 55 ans peut-être, lui dit oui, bien sûr, on sait faire ça, au fond. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Il n'y a pas de marché pour ça, ou on ne lui fait pas confiance, on ne pense pas qu'on peut y arriver. Donc, c'est une question de fond. Et donc, cette moto, une fois que je vois ce que ça fait à l'équipe, on se dit on va la rouler à travers le Maroc, on va l'envoyer jusqu'à Tanger. C'est une moto qui était... Bon, l'électronique étant de cette moto chinoise originale, il fallait charger cette moto tous les 20 km dans une prise. Et je me dis, pourquoi pas? Tous les 20 km, ça fait une occasion de parler aux Marocains qui sont là et forcément dire, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ça vous intéresse? Et c'est à la fois une question artisanale, c'est une question artistique, c'est une question sociétale, c'est une question en fait fondamentale, rapidement, tant poétique qu'autrement en fait. Et donc on fait ce chemin, et au fond je reçois plein d'échos de ce voyage, auquel je ne participe pas sur toute la longueur. Donc le voyage, il était de quel point à quel point? De Marrakech jusqu'à Tanger, en passant par les routes nationales. Ouais. Et avec un arrêt tous les 20 km. Avec, oui, inévitablement un arrêt tous les 20 km. Je me souviens de l'histoire où ils ont traversé la Médina de Fès avec cette moto, rutilante de cuivre. Et donc les dînandiers de Fassi, ils disent, mais attendez, vous vous prenez pour qui là les Marrakechis? Vous croyez que nous, tu vois, etc. C'est quoi cette histoire? Et donc au fond, voilà, disons l'exposition mobile ou kinétique de cette moto à travers le Maroc nous convainc qu'on est sur la bonne voie et il y a quelque chose à faire là, vraiment. Et donc, Marjouba 1, c'est comme ça qu'on l'appellera, c'est le premier prototype, c'est donc une copie littérale d'une moto chinoise, qui au fond elle-même est une copie littérale électrique d'une moto chinoise électrique, à fuel, qui elle-même est la copie d'une moto japonaise, etc. Oui. Dans l'industrie, tout le monde se copie tout Bien le temps, sûr. et c'est valable dans le secteur de l'artisanat aussi, au fond, bref. Donc, on part de ce premier prototype, on décide de faire un deuxième. Alors le deuxième, l'idée c'était de prendre le meilleur moteur disponible à l'époque sur le marché, moteur électrique, et les meilleures batteries disponibles, et de construire une moto autour de ça qui n'ait pas une allure, disons, de populaire, un peu comme ça, petit bijou décoratif, donc implicitement non fonctionnel au fond, mais une moto qui soit clairement moderne. Donc mais tu redescends la charge ornementale, on va dire. Oui, voilà, parce qu'au fond, l'objectif était de dire, est-ce qu'on peut s'ancrer dans la modernité avec ça? Est-ce que ça peut... Moi mon vecteur, c'était, est-ce que l'artisan est fier? Et donc, ils étaient fiers de l'objet décoratif qu'ils avaient fait là, mais c'est vrai que c'était super chargé. Et en même temps, est-ce qu'on peut aller dans une dimension plus fonctionnelle et qui n'est pas, disons, voilà, décorative? Et donc, en fait, on construit une sorte de chopper à l'américaine en partant avec des gabarits en bois. Enfin, bon. Et l'idée, c'était de faire ça avec des matériaux qu'on ne trouve que dans un rayon d'1 kilomètre autour de l'atelier à Sidi Moussa, donc dans la province de Marrakech, pour montrer qu'il y a moyen de faire ça avec les moyens du bord. En fait. C'était un peu ça l'idée. C'est un projet finalement fonctionnaliste dans ce sens. Et donc on fait cette moto, on appelle Marjouba 2, le deuxième prototype, fin 2016. Ça implique là-dedans ensuite des étudiants américains ingénieurs. On commence à recevoir beaucoup d'intérêt de la part soit de multinationales qui développent des transmissions techniques ou d'universités qui s'intéressent à la recherche autour de ça. Et donc par exemple avec ces étudiants, on réfléchit une transmission technique qui puisse être réalisée par les artisans ici au Maroc. Une suspension, enfin tout ce qui fait en fait, c'est pas non plus un objet techniquement très compliqué, une moto. Mais néanmoins, dès qu'on est dans la fonction, ça pose des questions essentielles. Donc par exemple, ces étudiants américains ingénieurs, je me souviens, on fait toute une recherche autour du bois et on réalisait que dans leur laboratoire, qu'au fond, si on travaillait contre les veines du bois, on pouvait arriver à une résistance qui était relativement similaire à l'acier, alors que si on est perpendiculaire à ces veines-là, forcément ça cassait tout de suite. Mais donc, l'idée que techniquement, il y avait moyen de réaliser une transmission technique en bois. Et on pourrait dire, mais c'est complètement désuet, pourquoi on ferait ça? Et en même temps, voilà, dès qu'un pignon en bois est usé, on le remplace avec un autre. Ça fait fonctionner une économie, au sens où on change les plaquettes de sa voiture tous les 10 000 km, enfin, je ne sais pas. Donc après, c'est tout un modèle. Il y a une espèce d'adjonction à faire entre les modes de faire et les modes de consommer. Et c'est toujours une espèce d'harmonie à trouver entre ces deux pôles. Sachant qu'ici, il y en a peut-être un troisième qui est celui finalement
de l'art et de l'artisanat, parce que ces deux-là sont un peu les deux faces d'une même pièce. Alors L'artisan justement, et l'artiste, c'est comme ça. c'est ce qui nous intéresse évidemment, puisque donc il y a tout un trajet dans le monde de la technique et du design industriel, mais tes œuvres, elles existent aussi dans le champ de l'art contemporain. Et j'aimerais que tu nous expliques, en fait, évidemment, pour le public, un cyclomoteur, une mobilette, n'est pas supposé être une œuvre d'art. Et une œuvre d'art n'est pas censée être ni fonctionnelle, ni reproduite à grande échelle. J'aimerais bien que tu nous expliques le lien philosophique que tu tisses entre ces mondes qui sont totalement antinomiques, enfin plus ou moins antinomiques. Alors voilà, ça c'est un débat, mais je pense que l'art est très pluriforme. L'art, en fait, c'est le dogme, je dirais, ambiant, qui nous fait croire préemptivement que l'art a une certaine forme auquel il faudrait se conformer. Donc conformer, ça veut dire conformisme. Dès qu'on encadre et qu'on enferme l'art dans finalement ce conformisme-là, on lui empêche d'être ce qu'il est, au fond. Donc en quoi est-ce que l'art est différent de l'artisanat ? C'est une grande question. Alors oui, mais pourtant elle est fondamentale ici. En quoi est-ce que l'art est différent du décor, c'est-à-dire de ce que ferait un décorateur ? Je ne dis pas qu'un décorateur n'a pas de sens, mais par contre, ce n'est pas le même combat. Donc l'art, c'est au fond une manière de faire philosophie par la plasticité. Et donc c'est poser de manière plastique des vraies questions sociales. Et si on dit art contemporain, on parle de questions sociales contemporaines. Chaque époque a eu ça. Et donc au fond, ne nous marchons pas sur les pieds, ne se trompons pas non plus. L'art, ce n'est pas forcément un tableau. Et l'histoire de l'art le montre d'ailleurs. Donc maintenant, il y a une histoire de l'art international, et il y a une histoire de l'art marocaine, il y a une histoire de l'artisanat au Maroc, et donc il y a des timelines comme ça qui se chevauchent ou pas, mais il ne faut pas s'y tromper non plus. Or, il y a tellement aujourd'hui, il me semble, de public relations, de communication, et on peut emballer n'importe quoi, un produit de pauvre qualité, s'il a un très bon branding, on arrive quand même à le vendre peut-être ou quoi. Or, ça a aussi d'ailleurs piégé un peu l'artisanat, parce que je crois qu'il y a des pièces qui aujourd'hui elles sont très mal faites, et toute la technicité qui est un héritage millénaire se perd parce qu'il n'y a pas d'utilisation, et donc sa fonction n'est pas... Alors la fonction de l'art, si on parle de l'art, c'est au fond de poser des questions et d'avancer, de permettre à une société qui vit des transformations énormes, sur une ville comme Marrakech, je veux dire, en l'espace de 10 ans, c'est dingue de voir la transformation sociétale, la pression qui se met sur les gens et qu'ils se mettent eux-mêmes pour rattraper la vague. Et donc l'art sert là, en fait. Et c'est un objet réflectif qui permet de se penser. Maintenant, si c'est du décor, alors il n'y a pas de raison de se penser. Un décor est là pour plaire, séduire. L'art n'est pas dans la séduction. Il ne doit pas l'être. Donc... et je pense qu'il va être séduisant dès le moment où il est sincèrement inspirant. Et donc, c'est un peu une séduction à courte vitesse. C'est la différence qu'on ferait entre le sucre rapide et le sucre lent. Oui. Voilà. Ouais. Donc, ici, je dirais, pourquoi cette moto est une œuvre d'art ? Au final, d'abord, sans doute parce que je suis artiste. Et après, c'est un objet réflectif. Donc ma mère a été la première à me poser la question, elle m'a dit mais je croyais que tu faisais de l'art, pourquoi tu fais des motos maintenant et tout ça. Au fond, moi je m'intéresse en tant qu'artiste à j'appellerais ça un médium systémique. Donc je m'explique, si on prend du bois pour faire une sculpture ou un canevas et de la peinture pour faire un tableau, j'appellerais ça un médium 1.0. Maintenant, il y a par exemple Theater Gates à Chicago et d'autres artistes comme ça qui commencent... à réfléchir les choses de façon systémique. C'est-à-dire, et Marc Jouba rentre là-dedans, à savoir que finalement, il y a faire une moto, c'est la responsabilité civile d'une assurance, c'est des emplois, donc en fait c'est s'ancrer dans un système au sens total. Ça pose la question de comment on paye les gens, est-ce qu'ils sont reconnus comme auteurs de quelque chose ? Finalement ça va toucher à tout. Et donc, il faut faire de l'import-export, donc il faut une société, donc voilà. Et donc, dans ce sens, ça devient une œuvre pluriforme qui, pour exister, a besoin de la contribution de tous les secteurs de la société, au fond. Et donc, voilà. Alors, Marc Jouba, c'est disons, un médium 2.0 qui cherche à faire œuvre, c'est-à-dire à artistiquement inspirer... en faisant une tangente à travers ce qui existe,
Si je prends un autre exemple, par exemple, ce serait se dire, si on a un échiquier, soit on a une œuvre qui est un pion sur cet échiquier, on la met là, on l'expose, on l'achète, on la revend, hein, on fait... Donc ça, c'est le business, disons, un petit peu profane qui existe de toute façon dans tout marché. Marjouba, ce serait l'échiquier lui-même, ce serait c'est pas le pion qu'on met sur l'échiquier, mais l'échiquier même. Ouais. Donc ça pose des questions plus fondamentales. Donc il ne faut pas trop s'arrêter sur l'objet lui-même, plutôt que comment il arrive, comment on l'achète, et sa transitionnalité, disons, poétique. Il faut qu'il réponde à beaucoup de différents cahiers des charges, qui soient à la fois social, économiques, identitaires et autres. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors j'aimerais bien revenir sur un point. Tout à l'heure, tu as parlé de Mahjouba qui arrive dans la Médina de Fès. Ça m'évoque une réflexion que j'ai pu avoir moi-même dans la Médina de Fès par rapport à la Médina de Marrakech. Dernièrement, j'ai eu une expérience assez étonnante. Et tout à l'heure, tu disais aujourd'hui, c'est vrai que les objets artisanaux ont l'air d'avoir été fabriqués uniquement pour leur fonction décorative. Et à vrai dire, ils sont déjà prêts pour être achetés par des gens qui ne vont pas les utiliser, qui vont uniquement les mettre au mur ou dans des salons pour décorer. Et je me demandais si, en arrivant au Maroc, tu étais arrivé à Fès au lieu de Marrakech, est-ce que tu aurais eu cette même approche? Parce que dernièrement à Fès, je me suis retrouvée à me promener dans la Médina et à m'arrêter devant une échoppe où il y avait très peu de choses. Il y avait un artisan qui était en train de finir le travail d'un petit sac brodé en fil de Sreli, fil d'or. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce petit sac. Ça m'a rappelé les sacs de mon enfance, qui étaient portés par les grands-mères. C'était des très jolis petits sacs en velours et broderie Sreli. Et en fait, j'ai voulu acheter le sac et je l'ai limite dérangé parce qu'il était en train de faire un sac. En fait, il n'était pas, comme dans la Médina de Marrakech, en train de fake, d'avoir un métier à tisser juste pour donner l'impression que ce que tu achètes a été fabriqué dans les shops. Non, il était réellement en train de fabriquer son sac, un sac qui lui avait été commandé. Donc en fait, il y avait encore cette logique de l'objet fabriqué pour une commande spécifique, donc un objet et pas un million, un seul objet. Et en fait, je lui ai dit que je voulais ce sac et je l'ai limite dérangé parce que ce sac était destiné à une autre personne. Et donc, finalement, j'ai acheté ce sac et il s'est remis aussi sec certainement à fabriquer un pour la personne qui l'avait commandé. Donc ma question, c'est si en arrivant au Maroc, parce que j'ai bien compris qu'aujourd'hui, ce travail a grandi dans ton esprit de manière très conceptuelle, à partir d'une observation du dévoiement de la logique artisanale fondamentale qui devrait être celle que je décris dans Médina de Fès. Si tu étais arrivé à Fès, est-ce que tu penses que tu aurais développé la même œuvre en fait? C'est difficile à dire, mais je suppose que oui, peut-être pas aussi rapidement ou intensément, mais en fait, effectivement, Fès, alors on parle alors d'une traditionnalité. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, disons, l'artisan noble qui fait son travail, etc., il remplit une fonction. Et si on le laisse dans cette timeline-là, il est juste. Il est harmonique par rapport à un ensemble de paramètres. Tandis qu'à Marrakech, effectivement, la pression fait que y a toutes sortes de fourvoiements dans lesquels l'artisan se retrouve coincé entre le marché, le commissionnaire, son idée de lui-même. Voilà. Et donc, je dirais... C'est la question fondamentale des anciens et des modernes. Et cette question-là, moi, il ne faut pas oublier que, je ne suis pas rentré par Fès, mais avant le Maroc, j'étais au Japon. Oui. Et je crois que ce projet de Marjouba doit beaucoup à ça aussi. Parce qu'au fond, j'ai passé 10 ans au Japon, et le Japon est un pays qui a réussi cette espèce d'harmonie horizontale entre sa traditionnalité et sa modernité, je dirais même sa post-modernité. C'est peut-être une des villes au monde aujourd'hui, Tokyo, une des seules où on voit un monde post-industriel et animiste en même temps. C'est le seul endroit où on voit ces deux vecteurs côte à côte. Et il y a une sorte de décloisonnement des champs qui est juste magique. Qui est une fluidité qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble du monde abrahamique. Et au fond, donc, les civilisations du livre ont toujours cette espèce de logique, de fascination pour le progrès et pour une certaine forme de vérité unique. Donc au final, c'est une linéarité temporaire dans laquelle ce qui est ancien doit disparaître pour faire place au moderne. Et le moderne, automatiquement, on lui reconnaît une espèce de vertu supérieure. Ouais. Et cette supériorité-là est problématique. Et elle est directement liée à ça. Donc Fès, c'est l'artisan là-bas qui fait son travail et qui est au fait intouché par une modernité rampante telle qu'on le trouve à Marrakech.
est juste dans son cadre. Maintenant, c'est sûr qu'à l'échelle du Maroc, il y a des niveaux de vitesse très différents d'une ville à l'autre. Le Maroc étant dans une géopolitique excitée aujourd'hui, et donc c'est à la fois très excitant inévitablement, et en même temps ça pose des challenges auxquels on peut répondre. L'idée de travailler avec l'artisanat, pour moi je le considère l'artisanat comme un médium artistique. Donc c'est peut-être compliqué de comprendre ça dans ce sens. Je ne travaille pas avec un artisan pour pratiquement réaliser quelque chose, autant que la phénoménologie entière de ce qu'est faire ce métier aujourd'hui, les outils qui sont utilisés ne sont plus traditionnels non plus d'ailleurs. Donc cette tradition, elle est comme mélangée dans cette modernité, et les deux se télescopent constamment. Et donc c'est une réflexion, c'est une sorte de volonté de mettre à nu cette horizontalité, de désenclaver ces champs. Et je crois, ce que j'ai appris du Japon en tout cas, c'est que, au fond, il faut enlever cette possibilité de hiérarchie entre ces champs. Et donc l'idée de se dire, la technologie artisanale marocaine est une technologie en soi. La technologie aujourd'hui des NFT par exemple, voilà, un bon exemple sur Marjouba, on s'est dit ce châssis, dès le moment où on a fait un châssis que tous les artisans savent faire, on est parti de leurs outils et de leurs matériaux pour le développer, comment est-ce qu'on le rend unique ? Parce que finalement l'artisan peut très bien alors copier le numéro de châssis aussi, et donc tout le monde peut commencer à faire son châssis, et donc si c'est comme ça, c'est un désastre au niveau de la responsabilité civile par exemple. Donc il fallait rendre cet objet artisanal unique et faire appel à d'autres technologies actuelles pour le faire, étant un projet fonctionnaliste. Et donc on a fait appel à la technologie blockchain et au NFT. Le Maroc interdit l'utilisation des crypto-monnaies, donc pas de crypto-monnaie. Mais par contre, cette technologie blockchain, elle est bien là, on la combine avec l'artisanat et on rend digitalement unique le châssis par exemple. Et donc il y a une espèce de combinaison impression 3D par exemple pour des pièces techniques et précises et hautement répétitives. Il n'y a pas d'intérêt à demander à un artisan de se répéter et de devenir fordiste à ce point. Donc l'idée c'est d'essayer de conserver à l'artisan finalement, à l'humain, sa capacité intuitive et de la mettre en dialogue avec des technologies actuelles. Donc je dirais voilà, l'exemple de Fès est un exemple qui va dans le sens de la traditionnalité, et tant que c'est intouché par un contexte ambiant, ça existe, c'est presque un musée vivant. Voilà. Alors qu'à Marrakech, je crois que la pression sociale, la pression financière, la rapidité des changements fait qu'au fond l'artisanat a cette espèce de potentiel de se réinventer en mode 2.0. Or, c'est un vrai enjeu marocain aujourd'hui, je crois, parce que je pense que le Maroc est dans une situation unique aujourd'hui. Il y a probablement autant de businessmen brillants que de malèmes exceptionnels. Donc, dans la population active, on est dans une espèce en quota d'équivalence, une espèce de status quo qui n'existe presque nulle part ailleurs. Peut-être au Mexique, il y a quelque chose de similaire, peut-être en Indonésie, mais il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont cette espèce d'état de fait. À partir de là, soit on laisse ça au marché, on n'a pas une pensée proactive par rapport à ça, et on va perdre une opportunité de finalement peut-être décloisonner ces champs. Donc par exemple, on va à Oman, on va à Doha, on va aux Émirats, on va un peu partout, aux États-Unis ou à Boston, on trouve de l'artisanat marocain dans les maisons partout. Oui. C'est-à-dire cet artisanat, en termes de son intangibilité, s'exporte. Et son excellence est reconnue mondialement. Maintenant, dès qu'on en vient dans des objets à l'export, on peut exporter énormément de choses du Maroc, mais je pense que le Maroc a besoin de se poser la question de qu'est-ce qu'il exporte en termes d'objets, au-delà de l'intangible, en termes de tangible, qu'est-ce qu'il exporte qui parle de l'image qu'il veut se donner à lui-même et en dehors. Et donc je crois que là, par exemple, Marjouba a un peu cette vocation aussi à l'export et à montrer cette excellence et à la montrer dans ce sens 2.0, c'est-à-dire au fond pas juste un objet inutile plus ou moins bien fait, décoratif, mais un objet qui pose à la japonaise une question fondamentale sur une société active aujourd'hui qui n'est pas retranchée dans son patrimoine, etc., millénaire, si excellent soit-il, mais qui au fond le réfléchit de manière proactive vers le futur. Donc c'est un peu ça l'objectif final. Ouais.
Alors justement, dans tout ce processus, il y a la matrice Fundour. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment elle fonctionne dans tout ton écosystème, parce que Fundour, c'est la matrice dans laquelle se réfléchit tout ton projet d'art global. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors Fundouk, ça a vraiment démarré avec le V12 Laraki. Donc c'est en 2012. Hein. Voilà, en 2012, j'arrive avec ce projet que j'ai réfléchi depuis plusieurs années déjà, et qui a commencé au Japon d'ailleurs dans ma réflexion. Je voyais beaucoup d'artisans et je me dis, est-ce que j'avais envie de créer une œuvre qui ne soit incatégorisable. Pourquoi ? Parce que ça devenait déjà à partir des années 2000, il me semble, c'est devenu de plus en plus, suite à, je pense peut-être au 11 septembre, une espèce de retranchement vers les identités nationales, comme ça. Chacun revient sur son identité à soi, tout le monde devient défensif. Et au fond, je voyais que dans l'art, ça devenait très pratique. C'est-à-dire à la fois l'art conceptuel qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale était un art réflectif qui partait dans toutes les directions. Or, tout d'un coup, on sent que ça se resserre. Et donc, quand les collections commençaient à dire, voilà, ça c'est une œuvre d'art africain, ça c'est une œuvre, c'est une peinture, ça c'est une sculpture, tout devenait très facile. Et les œuvres qui n'étaient pas faciles, qui étaient, je sais pas moi, facilement identifiables, catégorisables, ne trouvaient pas acheteur. Et donc je me dis, je vais faire une œuvre dont on ne comprend pas finalement, on ne pourrait pas dire elle est de ce monde-là, elle est africaine, ou elle est européenne, ou elle est ça, ou elle est conceptuelle, ou alors peut-être elle est décorative, au fond elle est à tout à la fois. Donc je voulais faire cette espèce de somme. Et je me disais, si je prends un moteur et que je le décompose, une sorte d'icône industrielle, et on réfléchit cette phase de l'histoire, on décompose ça en plein de parties, on les refait avec toutes sortes d'artisans différents, et puis on réassemble cette chose, et au fond c'est tellement énorme qu'on a du mal même à mesurer l'ampleur de cet objet-là. Donc j'arrive avec ce V12 Mercedes que je trouve dans l'histoire donc, du Maroc récent. En 2002, Abdeslam Laraki avait fait la Fulgura, qui était une voiture qui a été montrée au Salon de Genève en 2004 et qui était un supercar fait marocain au fond. La seule partie de cette voiture qui n'avait pas été faite au Maroc, c'était le moteur. Donc je retrouve le même moteur en Lettonie quelque part, je le ramène ici dans la voiture de ma mère et je cherche des artisans qui puissent faire ce travail. Ça a été toute une aventure de trouver ces malèmes-là. C'est au fond, je ne sais pas qui les a trouvés, si c'est moi qui les ai trouvés ou l'inverse, mais au final on s'est trouvés, alhamdoulilah. Et on a commencé à travailler. Malem Abdelkader Smith-Douche, qui était un peu le père de toute cette aventure, parce que c'est lui qui pouvait faire le bloc moteur. Le bloc moteur de ce V12 est une pièce hautement technique, en 3 parties, très très complexe. Je me dis, mais qui va jamais faire ça, au fond ? Comment je vais trouver l'artisan qui fait ça ? Et on l'appelle Dragon. Abdelkader a réussi cet exploit. Et donc bref, en l'espace de 9 mois, on a trouvé les 57 malèmes qui nous ont aidés à faire cette sculpture. Cette sculpture naît, on ne savait pas si on y arriverait, et on était tous transformés par cette expérience, un peu transcendés. Est-ce qu'elle est d'ailleurs cette œuvre aujourd'hui ? Elle a été achetée par un musée aux États-Unis, le Hood Museum of Art, qui est un musée sur le campus du Dartmouth College, dans le New Hampshire. Les Américains toujours assez visionnaires. C'est une pièce unique, bien sûr. Vous n'avez jamais fait d'édition ? Non. Enfin, on a fait des plus petites éditions de certaines pièces détachées de cette sculpture, qui permet aussi à des collectionneurs variés de s'enclencher dans cette aventure, de participer à ça. Et puis, c'est la logique des pièces détachées. Donc, on joue à la fois sur une nomenclature, disons, de mécanique là-dedans. Mais au fond, c'est un commissaire nigérian qui a acheté ça pour le compte de ce musée en 2014. Et du fait de l'achat de cette pièce, on a fondé cet atelier avec, je dis on parce que c'est moi et mon épouse Samia, et puis les 10 malèmes qui en faisaient partie, qui étaient ceux qui étaient les plus impliqués dans ce projet, qui ne s'imaginaient pas retourner dans la Médina, continuer à faire ce qu'ils faisaient pour les touristes. On avait mis les doigts dans quelque chose, on voulait aller plus loin. Et on pensait qu'on pouvait pousser les limites, ce qu'on a essayé de faire. Et d'ailleurs, je crois que Marjouba est la prolongation naturelle
de ce projet du V12. Donc on a créé cet atelier à Sidi Moussa, en périphérie de Marrakech, une quinzaine de minutes sur la route de l'Ourika. C'est le seul bâtiment que j'ai trouvé qui était assez grand pour tenir 10 personnes. Et on y a établi Fundouk, donc la contraction de Fen pour l'art et le Fundouk. L'idée de faire finalement un Fundouk contemporain, réflectif. Et qui fonctionne comme un fundouk traditionnel en plus. Voilà, qui fonctionne comme un fundouk traditionnel, ceci dit, qui rassemble tous les corps de métier, alors que dans la traditionnalité artisanale, les fundouks de la Médina, chacun était focalisé sur un corps de métier, que ce soit le bois ou alors le cuir, ou alors ici toi, tu as synthétisé. On combine tout ça. Moi, ça me fascine toujours, c'est la relation problématique, je trouve, de la traditionnalité. On se dit, voilà, un fundouk, c'est la tradition. Donc il y en a un certain nombre à Marrakech, et puis c'est fini. Ouais. Donc on ne voit pas des gens dire, bah tiens, d'un coup, il y en a un nouveau maintenant qui s'est installé. Ils ont restauré des fundouks dans la Médina, ça, on peut restaurer. Ah, c'est beau, hein. Mais au fond, pas on restaure le bâtiment. Ouais. Mais la fonction, non. Il y a l'air en fait, il ne fonctionne plus réellement comme des fundouks. Oui, parce qu'à l'époque, c'était un peu un hôtel, on logeait, enfin c'était... ça avait une fonction, mais c'était actif. C'était vivant, disons. C'était pas un musée. Non, donc cette notion un peu muséale qui vient avec la traditionnalité, c'est comme une zaouia. On peut dire, tiens, il y en a un certain nombre, et puis c'est fini. C'est-à-dire cette traditionnalité-là, elle est comme figée, elle est comme muséalisée. Alors qu'il faut justement se réconcilier avec cette tradition et l'actualiser. Réinterroger le sens en permanence. Oui, constamment. Ouais. C'est en faisant vivre cette traditionnalité dans le contemporain qu'au fond, les questions identitaires qui en ressortent portent leurs fruits. Sinon, finalement, c'est soi-même et sa propre identité qu'on muséalise. Et une fois qu'on est muséalisé comme ça, après c'est coincé, c'est bloqué. Il y a plus de, c'est comme, voilà, ça ne circule plus, disons. Donc c'est important de se dire qu'un nouveau fundouk peut naître, qui pose des questions essentielles à partir d'un moule traditionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête dans cette forme non plus. Et donc c'est ce qui est essentiel. Et c'est comme ça, je crois, que Marjouba a démarré en 2016. De 2014 à 2016, on produit à peu près à Fundouk une grosse culture comme ça par an. Tout simplement parce que c'est ce qui nous amuse le plus avec l'équipe, de travailler là-dessus. Donc on est une dizaine dans l'atelier, peut-être une 25 de Malem réguliers en périphérie de ça, donc des auto-entrepreneurs qui travaillent avec nous. Et au fond, on sort une de ces grosses cultures par an. Et à côté de ça, on se rend bien compte qu'en regardant autour de nous dans la société et comment la société marrakchi évolue, qu'il y a des questions importantes qui se posent, auxquelles l'artisanat, en tant que médium, peut s'atteler à répondre, peut participer à répondre en tout cas. Et donc, ouais. J'aimerais bien que tu me dises quelle est la dimension d'utopie finalement dans toute l'activité d'Eric Vanov. Est-ce qu'on est plus proche? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça oscille entre deux pôles qui ne sont pas antinomiques, mais il y a une dimension d'utopie qui sous-tend quand même tout le projet. Mais de l'autre côté, un lien très fort avec l'idée de l'utilité et de la réalité tangible des objets que tu fabriques et leur souhait d'intégrer une économie réelle, la vie des gens, un financement, une fabrication pratiquement industrielle. Donc est-ce qu'on est dans l'utopie ou est-ce qu'on est dans l'industrie? Et finalement, est-ce que les deux choses sont forcément opposées? Disons... l'art sert à ouvrir une fenêtre sur les pièces, au fond, donc c'est ne pas se satisfaire de ce qui est déjà là. Oui. Et donc, l'utopie implique que ça reste utopique. Alors que justement, je crois que l'art peut poser des questions utopiques qui ont cette faculté tangible de finalement être réalisable. Donc, le chemin qui va de l'utopique au réaliste, ou l'inverse, à travers l'histoire est constant. Les explorateurs arabes du XVe siècle se disent, est-ce que c'est une utopie de pouvoir aller jusqu'à l'autre bout du monde, revenir ensuite, expliquer quelque chose, cartographier par exemple la Méditerranée, est-ce que c'est utopique? Bah oui, il y a bien un moment où ça l'a été, je veux dire. Et donc au final, ça ouvre des voies aussi. Et donc c'est justement là que je crois que l'art ou l'artiste ou le scientifique ont pour mission, un philosophe aussi au fond, etc., ont pour mission d'ouvrir des brèches. Le dogme ambiant de nos sociétés abrahamiques est constamment, finalement, tend à se refermer, à se solidifier. L'art a pour vocation à liquidifier, à fluidifier. Et donc, au fond, voilà,
plutôt que de se satisfaire de ce qui est, imaginer des scénarios alternatifs, et peut-être 8 fois sur 10, ça ne sert absolument à rien, mais peut-être tout d'un coup que c'est possible. Or, c'est cette promesse-là qui est le leitmotiv de toute cette aventure. Et donc, d'avoir vu comment ça s'est passé au Japon, je vois bien que le Maroc a ce même potentiel aujourd'hui. Et de nouveau, c'est pas juste une fascination exotique d'une société différente. Enfin, je veux dire, c'est justement depuis toute cette géopolitique active, l'intelligence, je veux dire, de l'État marocain à réfléchir les dynamiques en cours, tant au niveau interne qu'externe, et puis la versatilité des artisans qui sont encore là, parce que dans toute l'Europe maintenant c'est fini, il n'y en a plus. On est dans un marché du luxe, peut-être pour 3% d'entre eux, un peu de tourisme ici et là, mais tout cet héritage ne trouve pas à se réancrer activement dans quelque chose. Alors qu'au Maroc, je pense que c'est vraiment encore possible. Donc non seulement il y a ces 15 millions de touristes qui passent, bien sûr, mais il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Je crois qu'il faut réfléchir proactivement, qu'est-ce que cet artisanat va se réinventer à faire durant ce siècle. Et je pense que c'est des questions essentielles à l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotique. Enfin, donc tout ça, c'est là. Ça va partir en 2 minutes et puis après. Donc au fond, en tant qu'humain, on fait quoi alors ? Donc c'est là que... Or, le Maroc est idéalement placé pour réfléchir ces questions. Mais donc, par exemple, je vais peut-être rebondir d'une autre manière. Quand je parle de Marjouba, on cherche aujourd'hui à s'ancrer dans la société civile, on cherche donc à parler à l'élite industrielle, administrative et politique du Maroc. On cherche des partenaires, on cherche des investisseurs, on cherche au fond des gens qui sont prêts à entrer en dialogue avec ce propos-là. Et évidemment, le dogme ambiant fait que souvent c'est, est-ce que c'est moins cher qu'une moto chinoise ? Je dis non, c'est pas moins cher qu'une moto. Maintenant, est-ce que c'est, ici dans notre cas, on essaie de mettre en place une économie circulaire, de faire sens avec quelque chose, de recoudre quelque chose. Et donc, on n'est pas en train de se mettre en compétition avec les usines chinoises. C'est absolument impossible. Maintenant, l'utopie est là. Est-ce qu'il y a moyen d'imaginer une alternativité à ça, qui soit compétitive ? Peut-être pas au sens financier d'une usine chinoise, parce que c'est impossible de nouveau. Et d'ailleurs, c'est déjà un cul-de-sac. Au sens philosophique. Oui. C'est un cul-de-sac, plus que même au niveau philosophique. Je crois que c'est un cul-de-sac au niveau socio-économique, au fond. Mais de se dire qu'il y a moyen d'imaginer une réflexion identitaire autour de ça et d'amener une certaine fierté en disant on ne va pas faire juste le moins cher à tout prix, on va essayer de mettre de l'eau dans tout ça et de se dire que peut-être on arrive avec un scénario alternatif qui est une utopie concrète. Et je pense réellement que c'est possible parce que voilà, par exemple, on devrait réunir des économistes autour de cette question d'une économie circulaire et de se dire que si une moto comme Marjouba qui fera peut-être, on n'a pas encore des chiffres concrets, mais autour de 30 000 dirhams, je dirais, alors que donc c'est 3 fois plus qu'une moto chinoise, sachant qu'on a commencé en 2016 et qu'il n'y avait pas encore ces motos chinoises. Donc ça va tellement vite ici. Mais que si on a 30 000 dirhams en économie circulaire, on réinjecte de l'argent finalement vers une classe ouvrière et vers le bas de l'échelon et on donne du pouvoir d'achat localement là où il en faut. Qu'est-ce qui vaut une moto à 10 000 dirhams qui est chinoise et importée, dans laquelle la monnaie quitte le territoire, et avec ça, la fierté de pouvoir faire quelque chose comme ça, l'identité qui finalement se sort, ou alors... Sans compter l'esthétique de l'objet qu'on utilise au quotidien. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que je parle par une sorte de durabilité identitaire. Ou alors, cette moto à 30 000 dirhams en économie circulaire, finalement, fait sens aussi parce qu'elle participe à la société active, à la solidarité sociale et à tous les autres éléments d'une société civile qui est responsable et se réfléchit de l'intérieur. Donc, ça paraît désuet, une mobilette, ça paraît rien du tout. Mais au fond, c'est juste un très bon exemple, je pense, un cas de figure qui permettrait d'imaginer des scénarios alternatifs. Et si on fait cette moto et qu'on arrive à la mettre en place avec les bons partenaires localement, forcément, il y a une dimension initialement, une dimension philanthropique là-dedans.
Mais en même temps, les enjeux sont énormes. Ouais. Et donc il faut reconnaître ça. Sans quoi aucune grande chose ne peut être réalisée sans cette étincelle ou cette foi. Donc en tout cas, nous, à Fundouk et à Marjouba, on a cette foi-là. Moi, j'ai cette foi par rapport au corps des artisans de Marrakech. Et je pense qu'ils peuvent prouver quelque chose au monde. Pas moins que ça, hein. Et ils ne peuvent pas le faire seuls en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la contribution des autres acteurs de la société civile marocaine pour le faire. Et c'est l'image qu'on donne. Qu'est-ce qu'on va léguer à une génération suivante? C'est vraiment cette foi-là, l'ampleur de ce qu'on espère rêver. Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, l'art sert à ça. Donc on peut pas, bien sûr, on peut décorer avec l'artisanat de manière infinie les quatre coins du monde. Ça ne fait pas forcément de ça un objet réflectif. Alors donc voilà, donc si on parle alors d'un artisanat conscient et d'une société civile qui se réfléchit de bonne manière, il y a là un enjeu. Un vrai enjeu de société. Un vrai enjeu de société qui se place aujourd'hui dans la bonne temporalité. Je veux dire, c'est aujourd'hui que ça se passe. Si on fait ça dans 10 ans, c'est trop tard. Ouais. Si on pense par exemple au Brésil, les forêts vierges du Brésil, Bolsorano les coupe, après on élit quelqu'un d'autre, et bien au fond ça sert à rien. Si elles sont parties, elles sont parties. Moi je peux comparer facilement l'héritage artisanal marocain à ces forêts vierges là. Ça a pris des millénaires, des siècles voire des millénaires à arriver là où ça en est. Et aujourd'hui ça se nivelle de partout, alors qu'il y a une vraie promesse. Oui, une vraie technicité, une capacité à répondre à des contraintes techniques. Qui, une fois disparue, ne reviendra pas. Donc. Éric, merci beaucoup pour cet entretien très riche. Je prolongerai donc en note de l'épisode des liens pour aller lire des entretiens, des portraits et consulter des images. À très bientôt Éric et merci. Merci Madame Boursiou.